Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir quand j'officie pour votre rendez-vous quotidien d'actualité sur 8 Mont-Blanc, c'est toujours avec le même plaisir. Bienvenue dans Accès Direct, votre émission en direct sur les réseaux sociaux, sur votre télévision. D'ailleurs, comme chaque soir, grâce au superbe et désormais bien connu hashtag Accès Direct, n'hésitez pas à nous saluer. Ça, on sait que vous le faites très bien, à questionner nos invités, mais aussi à commenter cette émission grâce aux réseaux sociaux. Au programme, ce soir, nous parlerons désenclavement du Chablais, un dossier bien connu des Hauts-Savoyards et ce depuis près de 30 ans, notamment grâce à notre invité Jean-Christophe Bernaz, le président de l'association Désenclavement du Chablais. Et puis comme chaque lundi, il sera question de sport avec bien sûr notre journaliste tout-terrain de sport, c'est Sébastien Germain qui lui accueillera un autre invité, monsieur Fabien Romeillet, entraîneur de Aix-Maurienne Savoie Basket. Et on commence, comme chaque soir, avec les titres du JT qui seront développés ce soir et avec notre belle Olivia. Bonsoir Olivia. Bonsoir Manu. Comment vas-tu? Bien, merci. Ouais. Et puis avec toi, ce soir, il va être question de plusieurs choses et je m'aperçois que j'ai oublié de noter les titres. J'ai ta revue de presse, mais tu vas m'en dire beaucoup plus. Eh bien écoute, on va commencer à aller à Chambéry. Tu le sais, on voit sur ces images beaucoup de commerces ferment depuis quelques mois et l'État va aider la ville à justement revitaliser le centre-ville. Donc plus d'explications dans ce journal. Et puis après, on va partir du côté de Bonneville pour un superbe château. Exactement, là c'est Fanette de Buisson qui est allé, en fait, c'est le château de Bonneville qui est en rénovation déjà depuis 4 ans. Mais c'est un chantier, hein, ce sont des travaux qui sont minutieux et en même temps gigantesques et qui coûtent beaucoup d'argent. Donc pareil, petite visite dans le journal. On a hâte de voir ça et merci beaucoup pour le rappel dans l'oreillette. Heureusement que c'est carburant en régie. Puis je te garde pour la revue de presse pendant qu'on y est et on va commencer avec moins de shopping dans les magasins suisses. Tu peux nous en dire Exactement. plus ? Avec cet article de 20 minutes, Genève n'a jamais autant connu de magasins vides en 13 ans. Alors selon nos confrères, le nombre d'arcades à louer a augmenté de 120% en 5 ans, ce qui est énorme. C'est un phénomène qui touchait autrefois la périphérie, aujourd'hui dans le centre-ville, dans l'hypercentre. Alors selon 2 courtiers dans l'immobilier commercial, cette situation est forcément due à plusieurs facteurs. On pourrait penser que le prix des loyers en est la cause, et pourtant non, puisque les loyers sont en baisse. Ils pointent plutôt du doigt le tourisme d'achat et la concurrence des sites en ligne comme Zalando ou encore Amazon. Eh bien, je suis sûr qu'on va faire un reportage JT. Oui, il y a bien exactement. des chances, Sachant qu'en plus, l'État a décidé de réagir et a intégré en fait une stratégie de revitalisation, finalement un peu comme à Chambéry, d'ici 2030. Et c'est ce que j'allais dire, on va en savoir plus avec ton sujet tout à l'heure. Et puis une belle action, c'est rare de parler de notre bel oiseau emblématique dans les pages d'un journal national. Mais c'est Exactement, dans le Parisien cette fois-ci. C'est une très belle histoire qui commence vraiment très mal. On parle du gypaète barbu. Tu sais, c'est une espèce qui est protégée. Et oui, je suis arrivée à le dire, Manu. C'est la classe. En fait, c'est de la famille des vautours, comme on peut le voir sur cette photo. Alors en avril, un gypaète barbu mâle percutait une ligne à haute tension. Ça l'a tué. Malheureusement, l'accident a été fatal. Les spécialistes ont alors constaté qu'il s'agissait d'un mâle qu'ils suivaient depuis plusieurs mois, que son nid était installé à Pézène-en-Croix et donc qu'il était en couple et ils avaient un petit bébé gypaète âgé d'à peine 1 mois. Sauf que du coup, la maman s'est retrouvée seule et avait du mal à nourrir l'oisillon qui était en danger de mort, puisque forcément. Et là, l'histoire commence à bien tourner finalement, puisqu'une chaîne de solidarité s'est mise en place. Un abattoir a fourni des os et des tendons. Les gypaètes adorent ça, donc voilà, c'était autant qu'ils en voulaient. Et des bénévoles et des habitants les apportaient à proximité du nid en faisant bien attention qu'aucun autre prédateur ne vienne manger le repas. Et selon aussi l'article, le service des postes de domaine de ski de fond de Pézène-en-Croix a même mis à disposition un appareil à chenillettes pour transporter la nourriture jusqu'au nid, en fait, qui était situé dans un endroit très enneigé. Donc je trouve que c'est une belle histoire et ça préserve l'espèce qui, on le sait, est quand même assez menacée. Il fait bon vivre et être gypaète en ce moment, parce que c'est pas un randonneur qu'on va affréter nos vignettes pour aller lui porter à manger. Exactement. Et avec toi, Manu, on part à la chasse au trésor. Oui, une autre belle action, celle de plus de 1000 bénévoles, dont 300 pêcheurs, qui se sont donc relayés tout le week-end pour la 9e édition de Net Léman. C'est l'événement annuel de nettoyage du plus grand lac alpin d'Europe centrale. Alors, comme on le voit sur cette photo tirée de France Bleu, Pays de Savoie, après 2 jours de mobilisation, ce sont plus de 5,5 tonnes de déchets qui ont été sortis des eaux, des chiffres qui sont vraiment impressionnants.
Plus de 43 000 mégots ont été ramassés, donc attention même. les fumeurs. Et plus d'1 tonne de plastique en tout genre, donc des pailles, des sachets, des bouteilles, une véritable calamité. Et d'ailleurs, ça c'est un fait vraiment sur lequel il faut insister parce qu'aujourd'hui, le réutilisable, c'est la clé, en tout cas pour l'environnement. Quand même, on va finir sur un signe positif. De moins en moins de gros déchets sont jetés dans le lac, donc les fameux caddies de supermarché, les pneus, les batteries de voitures, voire même les voitures entières jusqu'à il y a quelques temps. On en retrouve beaucoup moins au fond du lac Léman, donc c'est un signe de bon augure, mais bon, je ne sais pas s'il faut se réjouir. C'est toujours pas assez. C'est toujours pas assez, exactement. Et puis, coup de sifflet final pour 2 joueurs du FC Annecy. Ouais, un petit pincement au cœur car on a appris ce week-end que le club de foot, donc le FC Annecy, ne renouvellera pas les contrats de Olivier Sorlin et de Cédric Barbosa à l'issue de cette saison. Alors le club qui échoue à 1 point de la montée en nationale ne conservera donc pas les 2 joueurs qui ont fait vibrer tout le département à l'époque de l'ETGFC, respectivement âgés de 39 et de 42 ans. Olivier Sorlin et Cédric Barbosa étaient arrivés en 2016 au FC suite au dépôt de bilan de l'Évian-Thonon Gaillard Football Club. Ils avaient auparavant joué à Montpellier, à Rennes, avant d'atterrir en Haute-Savoie. Olivier Sorlin était d'ailleurs le capitaine historique des Roses pendant leur épopée en Ligue 1. Il aurait également eu le mérite de faire Fanette de Buisson qui s'intéresse au foot puisque c'était un peu son petit chouchou. Donc juste pour ça, c'est un grand homme. On le remercie beaucoup. Merci Manu. Merci à toi Olivier. On se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Et j'accueille tout de suite notre invité du jour. Jean-Christophe Bernaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes le président de l'association Désenclavement du Chablais. C'est exact. Une association historique, j'ai envie de dire, puisqu'elle remonte aux prémices du projet. Et là, on revient au siècle dernier. On va refaire un petit rappel historique pour ceux, en tout cas, les petits jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas forcément les bases. Dont on a besoin. Dont on a besoin, exactement. Et c'est vrai que le désenclavement du Chablais, concrètement, le problème, il date presque des années 80. Oui, c'est maintenant 21 ans que notre association milite pour que ce désenclavement du Chablais se réalise. Nous sommes près du but et il va falloir nous mobiliser. Alors, c'est chaque année, depuis près de 20 ans, justement, vous le disiez, une mobilisation constante pour essayer de faire cette deux fois deux voies, cet échangeur Machy-Thonon. C'est vraiment une nécessité. Ça, tout le monde en est convaincu et en est persuadé. Tous les Chablaisiennes et les Chablaisiens sont effectivement convaincus de la nécessité de cet axe routier à réaliser. Et du 4 juin prochain jusqu'au 13 juillet, l'enquête publique va être réalisée et il va falloir que les Chablaisiennes et les Chablaisiens soient très, très, très nombreux à faire la démarche pour soutenir cette déclaration d'utilité publique. Alors, ce n'est pas la première enquête publique sur ce dossier. Pour rappel, pourquoi, question bête et méchante, pourquoi ça a pris autant de temps ? Écoutez, pourquoi ? C'est difficile, les délais sont très longs dans l'administration française. Bon, ça a pris 20 ans pour avoir une nouvelle déclaration d'utilité publique. Regardons pas derrière, regardons devant et mobilisons-nous. Maintenant, il faut dire oui et il faut qu'elle se réalise et il faut qu'en 2023, le Chablais ne soit pas isolé de tout le reste du monde. C'est un problème récurrent depuis ces dernières années. On estimerait qu'avec cet aménagement routier, il y aurait 8000 véhicules de moins par jour sur les RD 903 et 1005. Ça représente énormément de kilomètres de bouchons chaque matin, toujours aujourd'hui. Non seulement les kilomètres de bouchons, mais également des accidents, parce que les gens qui ont fait la queue pendant des heures et des heures doublent n'importe où, et c'est là que nous sommes moins réactifs. Non compter la pollution, parce que ces bouchons polluent énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de signes qui vont dans le bon sens, notamment vraiment une prise en main du dossier par les élus locaux. C'était le cas le 15 mai dernier avec justement le président du département et de nombreux autres élus qui sont venus distribuer des tracts aux automobilistes. Pour vous, ça compte beaucoup ? Ah oui, c'est formidable. Là, c'est la première fois où le Chablais comptera des élus, tous, autant qu'ils sont main dans la main pour cette cause, que ce soit le département, la région, les sénateurs, la députée, tout le monde, les communautés de communes, l'agglomération Chablais, tout le monde est derrière le projet, tout le monde communique et main dans la main, nous allons faire comme les Annéciens, nous allons y arriver. Alors qu'est-ce qui freine, encore une fois, aujourd'hui ? Rien ne freine. Une petite minorité qui s'agite, mais ne nous occupons pas des minorités. Ça représente quelques personnes. Allons de l'avant et laissons-les de côté.
Alors, pour rappel quand même, en janvier dernier, l'autorité environnementale n'avait pas été tendre dans un rapport disant et mettant en valeur les insuffisances sur l'évaluation des impacts et sur les mesures de compensation à la destruction d'habitats naturels. Ça fait mal quand même quand on dit ça. Écoutez, quand on connaît le rapporteur de ce dossier, on aurait pu parier qu'il soit défavorable. Il a été fait à charge. Bon, écoutez, le département a rectifié, a répondu aux questions. C'est vrai que depuis très longtemps, nous sommes face à des détracteurs, mais c'est de l'histoire ancienne, et maintenant tous les problèmes sont réglés. Alors, je reviens juste sur cette lettre de l'autorité environnementale. Il y avait notamment il fallait reprendre les projections du trafic, les études de bruit, et notamment analyser les besoins en covoiturage. Ça serait aujourd'hui presque improbable dans l'air du temps qu'il n'y ait pas encore de mesures de covoiturage pour un axe comme celui-ci. Écoutez, les mesures de covoiturage, on ne peut quand même pas forcer les gens à faire du covoiturage. On pointe le doigt sur une initiative personnelle, dont acte. On peut pointer du doigt beaucoup de choses. Nous sommes pour tous les moyens de transport, pour désenclaver le Chablais sous toutes ses formes, parce que nous parlons du routier, mais il y a aussi du ferroviaire, il y a du lacustre, il y a le bus à haut niveau de service. Nous sommes aussi pour tous ces désenclavements. Nous pouvons y rajouter le haut débit et la fibre, sur laquelle nous sommes très très en retard aussi dans le Chablais. Donc nous sommes, pour tous les désenclavements. Mais à chaque jour suffit sa peine. Donc là, nous sommes sur le désenclavement routier. Mobilisons-nous pour le routier. Alors justement, il faut se mobiliser, et sous peu d'ailleurs, puisque la prochaine enquête publique commence dans quelques jours. Et à partir de là, c'est là que vous prenez la main avec votre association pour communiquer et pour mettre finalement tous les Chablaisiens en ordre de bataille derrière. Alors je le répète, démarrage 4 juin, fin le 13 juillet. Et effectivement, nous allons lancer une très grosse campagne de communication au travers de flyers, au travers de camions que nous avons loués, au travers de supports publicitaires, car je le répète également, il ne faut pas se tromper. C'est notre dernière chance. Les Chablaisiennes, les Chablaisiens et toute leur famille, parce que l'enquête publique ne vise pas que le Chablais. Elle vise, je vais exagérer, le monde entier. Les gens qui ont une résidence secondaire dans le Chablais, qui vivent à l'année aux États-Unis, quand ils arrivent à l'aéroport de Genève et qu'ils veulent venir dans le Chablais, c'est aussi une galère. Donc si vous avez de la famille à l'étranger, vous pouvez aussi lui demander de se mobiliser. Internet n'a pas de frontières. Alors donc justement, nous devons être des milliers et des milliers à soutenir ce projet. Et pour le soutenir, maintenant, il y a une adresse Internet, justement. Alors, nous attendons dans les minutes qui suivent une adresse Internet. Le préfet fait de la réticence. Bon, il a une façon de voir les choses. Grand bien lui fasse. Pour la suite, il est toujours possible d'aller, j'imagine, en mairie pour affirmer ce... Alors, il est vrai que nous mettons un petit peu de côté les mairies parce que c'est très difficile pour les gens qui travaillent de se déplacer dans la journée. C'est la raison pour laquelle nous communiquons essentiellement sur ce lien via Internet. Mais effectivement, les gens ont la possibilité aussi d'aller remplir des registres dans les mairies et nous communiquerons également sur notre sticker l'ensemble des mairies concernées. À partir de la fin de l'enquête publique, il y a encore des dates clés qu'on attend avec impatience? Écoutez, à la fin de l'enquête publique, il va se passer un certain temps pour que celle-ci soit analysée et puis rendue ou non d'ici à fin 2019. À la suite de quoi, on espère que tout se passera bien et comme prévu, nous roulerons sur cette bretelle de 16 km 500 fin 2023, début 2024. C'est presque une Madeleine de Proust. Aujourd'hui, on continue d'espérer, on continue de la voir se rapprocher ou... Effectivement, nous espérons, mais notre association ne se décourage pas. On n'a jamais été si près du but, donc il faut continuer. Il ne faut pas regarder dans les rétroviseurs, il faut regarder dans le pare-brise. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Jean-Christophe Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vous laisse repartir direction la régie et merci. En vous souhaitant tout de bon pour la suite. Merci à vous. Et puis j'accueille tout de suite nos invités Instant Sport avec notamment notre journaliste Sébastien Germain. Salut Seb. Salut Manu. Alors on va parler basket ce soir avec mon invité Fabien Romeyer, entraîneur d'Aix-Maurienne-Savoie Basket. Fabien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce canapé. On va revenir en long, en large, en travers sur cette saison 1 pour l'AMSB. Le principal objectif fixé par vos dirigeants en début de saison était le maintien. Mission accomplie.
Oui, mission accomplie. On a eu quand même deux différentes saisons en une seule saison. Une première partie qui a été assez compliquée parce que, en termes de résultats et en termes d'état d'esprit. Et puis une deuxième partie où on a fait l'opposé. On a rééquilibré l'effectif. On a eu des joueurs blessés qui sont revenus en forme. Et pour finir vraiment en boulet de canon et faire une très très belle fin de saison. Quel est le sentiment qui prédomine là aujourd'hui? C'est quoi? C'est le soulagement? C'est la fierté? C'est le sentiment du travail accompli? Oui, parce que quand on est coach et qu'on gère une équipe professionnelle, on part toujours des objectifs qu'on nous fixe en début d'année. Et c'est sûr qu'avec le plus petit budget du championnat, dire qu'aujourd'hui on joue les playoffs ou plus, ça serait présomptueux. Non, on est satisfait surtout d'avoir rééquilibré vraiment les choses à la trêve à partir de janvier pour finir vraiment très très bien l'année. Donc il y a ce sentiment-là avec une petite pointe un petit peu d'amertume où on n'est pas passé loin quand même des playoffs et comme tout compétiteur, on aurait bien aimé les faire. Alors vous êtes arrivé donc l'été dernier à la tête de cet effectif, un effectif assez chamboulé, un petit peu comme chaque été, on a envie de dire. C'est toujours compliqué d'arriver comme ça avec un nouveau groupe? Toujours compliqué, nouveau groupe, nouveau club, nouveau coach. On avait gardé que 2 joueurs de l'année dernière, dont un, Gilles Noël, qui avait été blessé, qui a été blessé une bonne partie de la préparation. Donc voilà, pour que les choses se mettent en place, il faut du temps. On sait qu'on est dans un milieu où on a très peu de temps. Malgré tout, voilà, on a essayé on nous a laissé quand même un petit peu de marge et on a vu que, encore une fois, après 4, 5, 6 mois, on a pu développer un basket qui était cohérent et je trouve faire plaisir au public, avoir des matchs face à des équipes du haut de tableau qu'on a remporté chez nous. Donc ça, c'est très agréable. La saison a été ponctuée de hauts, mais aussi de bas pour Expren, notamment juste avant Noël, après cette défaite à domicile contre Caen, 96-63. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté? On rappelle, au 1er janvier, seulement 3 victoires en championnat. Est-ce qu'à un moment, vous avez douté? Vous vous êtes dit, bon là, cette année, ça va être compliqué là. On ne doute pas. Par contre, on sait qu'on est en difficulté. Voilà, je crois que le plus important, c'est de se dire voilà, quels sont les remèdes que l'on peut apporter à cette équipe-là. Avant ce match face à Caen, qui a été une réelle déconvenue, il y avait déjà des prémices, des signaux forts qui avaient été envoyés, qui disaient qu'on n'était pas dans le vrai. On les a identifiés, on les a rectifiés. Et ce qui nous a permis de bien finir l'année. Donc ça, je retiens plus ça. Moi, je retiens plus ce côté, ce côté où on a bien rectifié les choses. Après, on n'était pas non plus, même si on n'avait que 3 victoires, on n'était pas on n'était pas non plus largué au classement. Donc voilà, mais il a fallu analyser, rectifier, et je trouve que ça a été bien fait. Alors au final, donc, vous terminez 11e de cette saison régulière, 15 victoires, 19 défaites. Pas si loin finalement des phases finales. D'un point de vue purement mathématique, quel bilan vous tirez de cette saison? Mathématique, on va être pragmatique. Sur ces 19 défaites, il y en a quelques-unes où ça aurait pu très bien basculer de l'autre côté. Oui, nos victoires elles sont méritées. C'est-à-dire que nos victoires, on les a maîtrisées. On n'a pas eu de victoire où on peut se dire bon, c'est un hold-up à la fin. Nos défaites, globalement aussi. On parle de celle de Caen. Voilà, il y a 3-4 matchs qui auraient pu, comme vous le dites, basculer du meilleur côté. Il y a Rouen à domicile, parce qu'on se rend compte que Rouen fait les playoffs. Et que si on avait pu empocher ce match-là, on avait une victoire de plus et une défaite de plus. Il y a le match à Denain, où on a amené une bonne partie du match et il y a un fait de jeu à la fin qui donne la victoire à Denain. Et puis il y a le match à Charleville-Mézières où on est en position de le gagner dans les toutes dernières secondes et il nous échappe. Donc voilà, c'est ces matchs-là qui pour moi ont été, quand on fait le bilan vraiment au niveau pragmatique des résultats, qui nous manquent à la fin pour aller en play-off. Alors les spécialistes le savent, AMSB est un des clubs doyens de ce championnat de Pro B, mais aussi plus petit budget. Comment on fait pour s'adapter à ces contraintes, notamment d'un point de vue logistique? On sait du départ que on n'est pas la priorité de certains joueurs, donc qui vont d'abord chercher de la Pro A, de la première division, puis ensuite du haut de tableau de Pro B. Donc déjà, on sait que dans le recrutement, et on est en phase de recrutement, c'est toujours un peu plus long que les autres, parce que il faut convaincre les joueurs. Donc voilà, et puis ensuite, il faut... je pense qu'il ne faut pas partir en se disant voilà, on a le plus petit budget et on ne pourra rien faire. Je crois qu'il faut être ambitieux dans le jeu.
le jeu qu'on veut proposer, voilà, avoir une cohérence. Effectivement, on sait qu'à un moment, on sera diminué par rapport à d'autres équipes, mais ça ne doit pas nous empêcher de gagner des matchs. Alors voilà, donc maintenant, être capable de le répéter sur plusieurs années, c'est toujours plus compliqué, puisqu'à côté de nous, il y a des clubs qui progressent en termes de moyens. Donc voilà, mais on ne veut pas manquer d'ambition. C'est surtout ça dans le jeu. Je m'entends bien dans le jeu. Et ça serait faux de se dire, voilà, on a plus petit budget, on doit être dernier. Non, ça, c'est... Heureusement, parce que sinon on ne ferait pas de sport de haut niveau. Parlons de la saison prochaine. Donc vous avez récemment prolongé d'une année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contact est bien passé. Vous êtes satisfait en tout cas de vos conditions pour travailler? Oui, je crois qu'il y avait un contrat entre les dirigeants et moi qui était de se dire, voilà, sur la première année, il y avait vraiment cette logique de maintien et puis de voir comment on pouvait travailler ensemble. Voilà, il y a eu des choses qu'il a fallu réorganiser, il y a des choses très intéressantes et on est reparti sur une saison supplémentaire. Alors l'effectif va bouger, forcément, comme chaque été. C'est un petit peu le lot des petits budgets, en tout cas. On sait déjà que l'Américain, notamment Curtis Key, ne sera plus là. Il y a énormément de mouvements en basket. Comment on fait quand on est entraîneur pour s'inscrire dans la continuité quand chaque été, on doit refaire avec un groupe renouvelé à presque 70%? Surtout pas croire qu'on peut s'inscrire dans la continuité. Je crois que c'est le propre d'un entraîneur, surtout à... Et c'est pas frustrant, ça? Si, mais il faut le dépasser. Il faut le dépasser parce que sinon, on sera frustré chaque fin de saison. Donc voilà, on sait que le basket est fait comme ça, que quand on a une équipe avec peu de moyens, on ne peut pas proposer des contrats de 2, 3, 4 ans, 4 ans, mais 2, 3 ans à des joueurs pour les fidéliser. Donc, parce que ça a un coût important pour nous. Donc voilà, donc on le sait. Donc c'est à nous d'essayer de trouver des parades, voilà, pour être plus vite en place que les autres, avec ce fonctionnement, voilà, où on doit manager des équipes qui sont tout le temps en perpétuel mouvement, qui changent. Donc effectivement, on aimerait ne pas recruter, puisque souvent le meilleur des recrutements, c'est de ne pas recruter, parce qu'on a déjà une base. On va essayer de faire ça cette année, quand même, de garder une ossature d'équipe. Ce ne sera pas simple, parce que le fait d'avoir bien fini l'année, d'avoir fait une très bonne deuxième moitié de saison... Ça fait grimper la valeur de certains joueurs. Voilà, automatiquement, donc ce qui est aussi le but du jeu aussi. Mais on espère, et j'espère en tout cas, pouvoir avoir des joueurs qui aussi au niveau de l'état d'esprit ont montré des choses et les gens s'identifient un petit peu. Donc on aimerait garder une ossature de joueurs et dans le jeu et dans l'état d'esprit. Vous qui connaissez bien cette antichambre de l'élite, pourquoi il est aussi compliqué ce championnat de Pro B? Parce que le maître mot de la Pro B, c'est la densité. On se rend compte que année après année, il y a souvent les 3-4 premières équipes qui imposent un vrai rythme. Cette année, on peut le voir avec Blois, Roanne et Orléans. Orléans finit 3e, mais avec le nombre de défaites qu'ils ont, ils auraient dû, dans les années précédentes, monter quasiment. Donc ils ont vraiment mis un très gros rythme. Et ensuite, on sait que derrière, il y a beaucoup d'équipes qui j'allais dire, pas qui sont du même niveau, mais qui peuvent se valoir. Donc ça fait un championnat très dense, où il y a très peu de hiérarchie. C'est ce qui en fait sa difficulté. Dernière chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? Peut-être un maintien assuré encore plus tôt et des ambitions un petit peu plus élevées? On ne va pas aller jusqu'à là, on va dire d'avoir essayé de conserver une ossature d'équipe, une ossature de joueurs, parce qu'on sait qu'une saison, 70% de la saison se joue maintenant. Donc ça serait déjà un gage de stabilité et certainement d'un meilleur début de saison que l'année passée. Et puis ensuite, oui, effectivement, essayer d'attirer un peu plus de monde encore à la salle. Je crois qu'il y a un groupe de supporters qui s'est créé, il y a les extras, il y a une émulation sur la fin de saison. On aimerait essayer de rebondir sur ça, pour que dès l'année prochaine, en septembre et octobre, pour les premiers matchs, on soit en mesure d'être compétitif. Mais en résultat pur, effectivement, essayer de se maintenir rapidement, ce serait très bien. Le programme là, pour les prochaines semaines, c'est vacances et puis petite coupure avant la reprise des entraînements vers la mi-août. Oui, la reprise. Et puis le recrutement. Voilà, pour vacances et entretien physique pour les joueurs et puis recrutement pour l'entraîneur. Et on espère avoir un effectif au complet le 14 ou 15 août quand on va reprendre. Merci beaucoup Fabien. Merci. On continuera bien évidemment à venir vous voir à Halle Marlioz. Et puis Seb, on va continuer en parlant maintenant d'une compétition tout simplement hors du commun. Oui, je suis en ligne avec, si tout va bien, avec Ludovic Valentin, l'organisateur d'Alpsman. Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît, vous êtes venu plusieurs fois sur le plateau. Camille Coppa en a parlé dans son agenda de la semaine dernière. 3e édition de l'Alpsman, les 9 et 10 juin prochains. Je vous laisse déjà rappeler le principe de ce triathlon d'extrême. Oui, donc 3e édition, avec 9-10 juin, un triathlon extrême avec 3,8 km de natation, un départ au milieu du lac. Ensuite 183 km de vélo et 4300 mètres de dénivelé positif, puis un marathon de 42 km avec un tournant au 25e pour donner ou pas la possibilité de monter au sommet du Semnos pour finir la course. Il y aura encore du beau monde cette année ?
j'imagine? Oui, pas mal de monde, beaucoup plus de monde que l'année dernière. On est à 450 participants, beaucoup d'étrangers et un plateau de participants très très relevé. Donc la bagarre va être intense pour aller chercher le Graal. Est-ce que le public aura le plaisir de voir à l'œuvre le double tenant du titre, Cédric Jacot? Ouais, Cédric sera au départ. Cédric sera là pour défendre sa couronne et essayer d'en gagner une troisième. Qu'est-ce qui fait la force de cette épreuve, l'Alpsman, au fil des années là? Ça fait 3 ans et ça continue à gagner. Son cadre, son ADN, c'est vrai que l'épreuve a été créée dans un cadre exceptionnel, avec pas mal de petits points différents par rapport à d'autres épreuves. Ce tournant, cette arrivée au sommet du Semnoz, le lac, et sa difficulté aussi, puisqu'on peut quand même cumuler plus de 5400 mètres de dénivelé positif sur la journée, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme pour les participants. Et puis une nouveauté cette année, l'Alpskid, pardon. Ouais, on a voulu mettre en avant un petit peu les jeunes et faire en sorte qu'ils aient aussi leur Alpsman à eux. Donc on a créé l'Alpskid qui aura lieu samedi matin à Saint-Joriot avec trois courses pour les enfants à partir de 6 ans qui pourront venir disputer et participer à leur événement à eux. Est-ce qu'il reste des places et des dossards sur la course principale du samedi? Alors il reste quelques places sur la course du samedi, mais en très peu, une quinzaine à peine. Par contre, il en reste pour les enfants et pour le dimanche sur l'Alpsman Experience. Merci beaucoup Ludovic et puis bon courage pour cette 3e édition. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà Manu, c'est fini pour moi. Juste une chose, pour se mettre dans l'ambiance, pour rester dans l'univers de l'Alpsman, on va tout de suite regarder la bande-annonce de cette édition 2018. L'extrême triathlon Alpsman, c'est à ne pas rater parce que tout ce qui me vient en tête quand je regarde ces images, c'est que c'est des vrais guerriers, les gars. Ils aiment vraiment en baver. Ah oui, souffrir, Ça te dirait, Olivia, toi? Ah non. Non. Ah non, moi, si en plus il n'y a pas l'apéro à la fin, c'est pas la peine. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Donc, par la magie de la télévision, tu as échangé de place avec Sébastien pour nous rappeler les titres qui seront évoqués d'ici quelques minutes à peine. Et on va commencer avec le centre-ville de Chambéry. Exactement, qui bénéficie d'une aide. Chambéry bénéficie de l'aide de l'État avec le plan Action Cœur de Ville. L'objectif est simple, redynamiser le centre-ville qui est vraiment de plus en plus désert. Ton reportage d'ici quelques minutes. Et un autre également en titre ce soir, c'est celui de Fanette de Buisson qui est allé du côté de Bonneville. Exactement, au château de Bonneville, qui est en rénovation depuis 4 ans. Des travaux gigantesques, un chantier incroyable. Et on va faire une petite visite dans quelques minutes. Hâte de voir ça. Merci beaucoup Olivia. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Tout de suite le JT et bien sûr nos programmes continuent sur nos réseaux sociaux et notre YouTube. À bientôt.